Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et cette semaine nous allons parler de l'actualité du cinéma et on va se substituer un petit peu à Ça le temps pour un film pour parler de la sortie de The Killer de John Woo. Alors attention, The Killer, le nouveau, le remake, la relecture, avec mon ami Yannick Dahan. Salut Yannick. Salut Steph. Voilà, alors The Killer, ouais. Gros choc pour nous, hein. Tu vois, l'original. L'original, voilà. Non, mais c'est important même de le signaler parce que oui, en fait, voilà, on est comment dire. Là, on touche à du sacré quand même. Je vais citer un grand critique qui, dans son émission, avait dit à propos de Sylvester Stallone, il avait dit je ne peux pas être objectif avec Sylvester Stallone. Ah oui, c'est moi. Oui, non, mais Voilà. oui, je savais que t'allais dire ça pour commencer. Et moi, c'est un peu pareil avec John Woo. C'est-à-dire, j'ai un peu ce problème-là en fait d'affect. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment enregistré d'émission sur John Woo, et j'ai un affect énorme en fait pour son cinéma, au point où je sais qu'il y a des casseroles, je sais qu'il y a des films beaucoup moins bons que d'autres, quoi. Mais je cherche toujours le comment dire, le petit plan, le petit truc la qualité, le truc qui me fait envie, quoi. Donc voilà. Alors c'est plus facile, bon, avec Stallone, hein. Parce que Stallone c'est un acteur, si tu veux. Donc, ouais, mais alors il en a fait des merdes aussi. Il en a fait 12 milliards. Ouais. Mais juste sa gueule avec sa façon de faire. Bon, ben voilà, moi, on parlait de ça par rapport à Tulsa King, mais c'est vrai que malgré tous les défauts de Tulsa King, je le vois juste arriver avec son costard faire le kéké. Bon, moi, je suis pas objectif là-dessus. Mais le truc, c'est que donc le film sort le 23 octobre. On va un petit peu situer ce que c'est. Pour les gens qui savent pas forcément, mais normalement si vous écoutez une émission comme Stéroïde, une émission sur le cinéma d'action, vous savez ce que c'est The Killer de John Woo, donc vous avez compris que c'est une relecture. C'est vraiment en fait un projet de très longue date pour John Woo, qui déjà devait être remaké au début des années 90, alors pas par lui. En l'occurrence, ça faisait partie de son deal en fait d'arriver à Hollywood, c'est que il venait faire un film américain, en l'occurrence ça a été Chasse à l'homme, comment dire, avec Jean-Claude Van Damme, qui est déjà, tu vois, comment dire, faut le la coupe de cheveux, c'est tout voilà, ce que j'ai envie de dire. Non, mais qui est déjà une. Je l'envie. Sur ce point-là, une... non, mais pas à ce point-là, quand même. Qu'est-ce qu'il faut entre la boule à zéro et la coupe de Van Damme. Moi, j'adore Jean-Claude, mais c'est une. Enfin, tu vois, en fait, c'est un downgrade depuis Cho Yun-fat, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, t'as Cho Yun-fat et puis t'as Jean-Claude avec son mulet, quoi. Et dans le deal, en fait, John Woo vendait les droits d'adaptation du remake qui devait être réalisé par Walter Hill à l'époque. Il ne devait pas y avoir Denzel Washington dans le rôle. Denzel Washington et Richard Gere. Oui, ah ouf là, putain, d'accord. Donc Richard Gere dans le rôle du killer, dans le rôle de Cho Yun-fat. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, All Suave and Shit et tout, tu vois, et comment dire, Denzel Washington dans le rôle de Danny Lee. Ouais. Et un script existe, écrit par, je crois, Walter Hill et un autre scénariste, je sais plus, qui reprenait à peu près les mêmes comment dire, les mêmes morceaux clés, quoi. Et ça s'est jamais fait, ça s'est jamais finalement matérialisé. Mais du coup, en fait, pendant très longtemps, comme d'autres projets chez John Woo, il y avait un projet de remake du Cercle Rouge, notamment. Il y en a eu d'autres, des tentatives d'ailleurs sur The Killer, je crois. Après cette tentative-là, je crois qu'il y a eu une nouvelle derrière aussi qui a capoté de la même manière. C'est possible. Et en fait, lui-même, il a fait une suite à toute épreuve en jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles Stranglehold. Et c'est une vraie suite, Ouais, ça se passe vraiment et tout après le film original et tout. Bon, c'est en jeu vidéo, voilà. Xbox, je crois, c'était sorti. Xbox, PS3 et tout, Xbox 360, PS3. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a pour lui en fait une façon, comment dire, il a conscience en fait que, comment dire, il y a beaucoup de fans de son cinéma de Hong Kong. Je sais pas si c'est tant une façon de capitaliser, parce que moi j'ai toujours vu John Woo, même si c'est quelqu'un qui est carriériste, qui a un fonctionnement en fait, qui a choisi sciemment de partir aux États-Unis au moment de la rétrocession de Hong Kong et tout. C'est un fantasme, mais ils étaient plusieurs à avoir un fantasme. Oui, bien sûr, mais lui il est parvenu pour le coup. Oui. C'est Tsui Hark qui est reparti très vite, tu vois. Ringo Lam a fait du Van Damme, mais avec des super films. Moi j'aime beaucoup Répliquant et In Hell. Même Risque Maximum, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Mais il était un petit peu calé sur Van Damme, alors que John Woo, après Van Damme, il est parti faire des films avec Travolta, avec Tom Cruise, etc. Tout ça pour expliquer que, donc, en gros, moi je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui fondamentalement était quand même honnête par rapport à ses envies de cinéma.
et surtout qui essayait de plaire à son public, en fait, essayer de le retrouver. On peut peut-être se dire que c'est un peu la logique de ce The Killer, en fait, de cette relecture, c'est-à-dire que pour un cinéaste, c'est toujours intéressant de se relancer dans un projet qu'il avait fait à une certaine époque et d'un seul coup basculer 30 ans après, 35 ans après. Mais là, on parle quand même d'un projet extrêmement, encore une fois, le terme est pas choisi au hasard, affectif, c'est-à-dire que en gros, The Killer, c'est tu l'aimes ou tu le quittes. En fait, c'est un peu la logique, quoi, parce que. Tu veux dire par rapport quoi, à une réaction du public ou de lui-même? Écoute, je sais pas comment toi t'as vécu la façon dont t'as vu The Killer, mais moi je sais que The Killer, je l'ai vu en VHS. Le premier, tu parles. Ouais, le premier, à l'arrache, si tu veux. Je suis tombé amoureux du film, dans tous ses sentiments exacerbés, que ça soit dans la violence, que ce soit dans le romantisme et tout ça, etc., etc. Et que par exemple, je sais pas si t'as eu cette expérience-là toi, je suis retourné le voir en salle quand il est sorti en salle, enfin en France, c'est-à-dire 6 ans après sa sortie à Hong Kong, et même aux États-Unis, dans une salle apparemment pas au courant de ce qu'était le film, et qui commençait à rigoler comme des bossus à la moindre, au moindre élément qui est sur le fil ténu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'on est entre le ridicule potentiel et d'un seul coup, si t'es emporté par ce que ça raconte, en fait, t'es totalement dedans et tu pleures, quoi, ça, c'est très particulier aussi par rapport au cinéma asiatique. Ça avait heurté pas mal de cinéphiles comme nous. C'est-à-dire, on a découvert ce cinéma-là, mais peut-être même à l'époque sans véritablement avoir toutes ces capacités, ou enfin avoir l'expérience d'analyse et tout ce que tu veux, mais on prenait les choses en pleine gueule. La réalité de John Woo, ça a été comme la première fois que j'ai vu Il était une fois en Chine. J'avais l'impression que j'avais jamais vu une scène de kung-fu tournée comme ça, et jamais vu une scène d'action filmée comme ça. Mais après, moi, je suis devenu, à travers ces deux personnages, un inconditionnel du cinéma asiatique, donc j'en ai bouffé. Bien sûr. Hein. Et forcément, au bout d'un moment, tu t'y habitues, tu acceptes ce premier degré très littéral, cette naïveté qu'il peut y avoir sur les sentiments, cette pudeur aussi qu'il y a sur certains autres aspects, et que quand tu montres ce genre de film à des gens qui n'ont aucune habitude du cinéma chinois ou hongkongais, ça suscite rapidement des ricanements. C'est pas du tout le même fonctionnement. Oui, en fait. La distinction, on va dire, mais c'est pas un podcast forcément sur le cinéma de Hong Kong, ni sur le Killer original, mais c'est bien de situer un peu les choses. La distinction se situe, à mon sens, en fait, dans le fait que, par exemple, quand tu regardes une fois en Chine, ton bagage en tant que cinéphile occidental aussi, c'est que le film est un peu critique vis-à-vis des occidentaux, il est un peu critique. Donc à la limite, il y a une espèce de recul qui peut se former dans ce que ça raconte, qui fait que même si c'est beaucoup plus exacerbé que n'importe quelle scène d'action qu'on aurait vu dans un film occidental de cette époque-là, il y avait un espèce de, conscience de ce que le film est et ce qu'il raconte. Chez John Woo, c'est le mec porte son cœur complètement en étendard, c'est-à-dire vraiment il y a tout ça, parce que ça jusqu'au dernier film, tu la sens cette volonté malgré tout. Je pense, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a une honnêteté. C'est quelqu'un qui a une honnêteté vis-à-vis de son cinéma et vis-à-vis de voilà. Après, il est peut-être coincé dans certains trucs qu'on attend de lui, voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant avec cette relecture de The Killer, c'est qu'on va le situer. C'est peu ou prou la même histoire, hein, avec des ajouts inutiles, mais avec des ajouts inutiles et surtout avec des manquements un peu flagrants. Oui, et puis des changements de paradigme qui produisent quand même le contraire de ce qui est fondamentalement The Killer. Voilà. Mais ça, on y reviendra. On va en parler dans le détail. Donc évidemment, comme à chaque fois hein, dans une émission comme celle-là, on spoil. Hein, le film vient de sortir en salle, vous pouvez aller le voir. Allez voir le film. Revenez quand comment dire. Et par contre, précise que ça n'a pas été fait pour la salle aussi. Hein. Alors ça c'est un vrai questionnement, mais parce que c'est sorti sur Peacock aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'est sorti sur plateforme, mais le truc c'est que en France, ça sort en salle. Ouais. Très probablement Omar Sy oblige, hein, puisque c'est notre grosse star nationale, quoi. Donc ça semble cohérent. Je crois que c'est le seul pays qui a le droit de le voir en salle. Voilà, moi je l'ai vu en projection de presse. Mais le truc, c'est que c'est aussi un film qui se passe en France. Donc, oui, c'est pas aussi incohérent en fait, si tu veux, que ça sorte en salle. Maintenant, est-ce que le résultat du film a dicté une sortie sur plateforme plutôt qu'une sortie en salle? Est-ce que le bid de Silent Night aux États-Unis, parce que c'est sorti aux États-Unis en salle, a dicté une sortie sur plateforme pour The Killer? Ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Parce que ça reste quand même un budget plutôt conséquent
pour une production comme ça, je crois que c'est quasiment 50 millions de dollars, quoi. Donc le film raconte quoi? Le film raconte cette histoire, l'histoire de Z, qui est donc une tueuse. C'est ça déjà le premier changement de paradigme, c'est-à-dire que en gros, au lieu que ce soit Chow Yun-fat dans le rôle du killer, c'est Nathalie Emmanuel qui remplace Lupita Nyong'o, qui devait être à la base l'actrice initiale pour jouer ce rôle-là. Et en fait, c'est une tueuse avec un code moral. Elle ne veut tuer que les gens qui le méritent vraiment. C'est comme ça que c'est présenté. Énorme problématique de base. Mais nous pourrons y revenir plus tard. Certes. En tout cas, c'est vrai que c'est pas appuyé de cette manière-là dans l'original. Non, mais... Même s'il en a un de code moral, en fait, dans l'original aussi. C'est pas du tout la même logique. Voilà. C'est pas du tout la même logique. Et en fait, elle se retrouve évidemment dans une boîte de nuit. Et par inadvertance, la faute à pas de chance, et en fait, voilà, elle se met à l'aveugle une chanteuse. Comme dans l'original. Et en fait, elle décide de l'aider parce que en fait, ses employeurs veulent qu'elle meure aussi, quoi. Veulent qu'elle meure aussi. Et du coup, elle est poursuivie par un flic, Danny Lee dans l'original, Omar Sy dans le remake, qui s'appelle Inspecteur Say. S-E-Y, ils ont rajouté un E au milieu histoire de dire non, c'est pas Omar Sy, mais c'est l'inspecteur Say, quoi, qui lui-même commence à comprendre les fonctionnements de ce tueur, de ce killer, en fait, si tu veux, un peu particulier. Et il se trouve qu'il y a une espèce de rapport, qui se crée entre les deux personnages. Dans l'original, c'était l'amitié, parce que c'est une des thématiques extrêmement fortes, en fait, de John Woo, quoi. Dans le remake, c'est peut-être, je sais pas, une façon de se comprendre, mais en fait c'est très étonnant parce que jusque-là j'allais te dire tu ça a l'air bien le film dont tu parles, mais en fait comme ça ne l'est pas du tout, forcément tu ne peux pas trouver cette connexion prétendue et forcée dedans. Voilà, c'est un projet assez étonnant parce que c'est pas du tout John Woo qui l'a écrit. C'est écrit par Brian Helgeland. Ouais, alors là j'ai été surpris aussi. Ouais. Alors pas tant que ça. Hein. Moi, tu sais, moi j'aime beaucoup Brian Helgeland. Hein. Encore une fois, Payback, c'est d'une certaine époque. Mais Payback, c'est un de mes films de chevet. C'est un film que je peux avoir le plaisir de voir et revoir et revoir à l'infini. Puis j'aime beaucoup certains de ses scénarios. Son scénar de Man on Fire, absolument incroyable et tout. Mais le Brian Helgeland récent, le Brian Helgeland des plateformes, par exemple, il a fait un film qui s'appelle Finest Kind. J'ai essayé de le regarder, j'ai pas tenu. Alors je commence à avoir une petite expérience dans le domaine pour te dire que je ne mettrai pas en cause du tout le talent de Brian Helgeland. Peut-être. Je dirais que ça devient très difficile pour des scénaristes que nous on a aimés et dont on sait par le travail qu'ils ont fourni la pertinence de ce qu'ils faisaient. C'est quasi impossible pour ces gens-là d'arriver aujourd'hui sur la base d'un scénar qu'ils vont défendre à pouvoir le conserver dans son essence même, une fois qu'il passe à la moulinette des plateformes. Donc ça, c'est possible. Autant tu veux avoir une forme, je peux le comprendre par affection pour John Woo, une forme d'indulgence, comme moi je peux l'avoir sur certains trucs de Stallone, comme on disait. Moi là, j'aurais beaucoup plus une indulgence sur Brian Helgeland, parce que je pense qu'il est toujours aussi bon, hein, mais je pense qu'on bousille son travail. Et je vois à quel point. Mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, son travail, il a été bousillé sur Payback. Et puisqu'il y a eu plusieurs machins, et en fait le film tient debout. Mais de toute façon, c'est le lot des scénaristes, c'est comme ça. Mais alors, le truc, c'est que ce qui est intéressant à signaler, c'est que donc en fait, on peut supputer que en fait, même s'il y a un travail de fond qui est fait avec John Woo, en collaboration avec John Woo, puisque c'est lui qui réalise le film, et que en fait, il y a quelques façons de reprendre le truc, il y a des éléments qui sont très intéressants en fait pour expliquer peut-être le plantos du film en fait. C'est-à-dire qu'en premier lieu, avant même en fait, toi et moi, on est des cinéphiles parisiens. Toulousain, monsieur. Toulousain, mais tu habites à Paris, en tout cas en région parisienne. On a des amis dans le milieu, on entend des choses. On peut pas vraiment confirmer parce qu'on n'était pas là, mais on sait que ça a été un tournage à problème, The Killer. On a eu des sources qui nous ont dit que ça a été un tournage extrêmement compliqué pour John Woo. Donc le truc, c'est que ce que j'entends par là, c'est que on peut déjà supposer que c'est une des problématiques en fait pour le résultat final. Mais avant ça, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'extrêmement étrange dans la façon d'aborder le film. C'est-à-dire que en gros,
Et encore une fois, je pense que ça vient de l'honnêteté même de John Woo. C'est-à-dire qu'en gros, John Woo, quand il fait The Killer, c'est littéralement son hommage au samouraï de Jean-Pierre Melville. Je veux dire, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Et ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il va se réapproprier un film qui lui est très cher. Parce que ça a toujours été clair. Là, par exemple, quand Alain Delon est décédé, il a fait un message sur ses réseaux sociaux pour signaler sa tristesse, en fait. Et il le fait pas pour d'autres acteurs, forcément. Donc, on sait que ça lui tient à cœur. Qu'il a vraiment, clairement, modelé Chow Yun-fat sur la personnalité d'Alain Delon et sur ce fonctionnement-là, mais il l'a adapté en fait à son style à lui et au cinéma de Hong Kong. Et c'est ce qui faisait en fait que cette relecture en fait du samouraï était vraiment aussi intéressante. C'est-à-dire que même pour nous les cinéphiles français, c'est-à-dire que moi j'ai vu The Killer avant d'avoir vu le samouraï. À l'époque, hein, j'avais 13-14 ans. Ça m'a poussé à aller voir. Le samouraï, ça m'a poussé à aller voir les films de Jacques Demy, juste parce qu'en fait John Woo les citait. Je me disais, s'il les cite, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de très intéressant là-dedans. Ce qui est le cas. Mais le truc en fait, c'est que, le samouraï, c'est formidable, hein. Mais le truc en fait que je veux dire par rapport à ça, c'est que d'un seul coup, prendre le projet, qui donc a une racine française, et le ramener en France, pour nous autres cinéphiles français, ça devient un peu étrange, parce qu'en fait, le truc, c'est que d'un seul coup, tu te dis, ok, pourquoi pas en fait le faire en France, mais du coup, comment tu vas traiter la France, non pas seulement par rapport au samouraï, mais aussi par rapport à la façon dont le Killer original avait traité, si tu veux, la France dans son propre truc, en fait, à l'époque, quoi. Donc du coup, en fait, t'as plusieurs biais pour venir au truc, et là, par exemple, c'est une énorme déception pour moi, parce que alors peut-être qu'on est un peu trop attentif à ça, hein, j'en sais rien, peut-être que les Américains, peut-être que les autres spectateurs du monde entier s'en foutent, tu vois. Mais là, moi j'ai l'impression de voir la France d'Emily in Paris, quoi. Tu vois, c'est complètement ça. Non, mais voilà, tout ce que tu dis depuis le début pour ramener la position de ce remake par rapport à sa propre histoire, par rapport à John Woo, par rapport au monde dans lequel on est presque plus intéressante que le film lui-même. Donc l'attente, non mais je veux dire l'attente d'une potentielle relecture et tout ça, quand bien même on se disait. T'es obligé de te poser ces questions. Oui, t'es obligé. Non mais je dis pas le contraire, j'étais obligé de te poser ces questions-là. Je dis, à aucun moment, le résultat final n'y apporte une réponse évidente ou une réponse claire. Je veux dire, non, en tout cas, c'est-à-dire que tu peux pas regarder le truc et tu te dis, la profession de foi était celle-ci. Alors ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être repenser le travail de Melville à travers ma relecture de The Killer en France. Ok, ça y est pas. Ça pourrait être jouer la topographie de Paris de manière différente. Ça y est pas. Ça pourrait être je vais renouveler les scènes d'action ou je vais réinventer une autre forme de séquence d'action, parce qu'après tout c'est aussi un des éléments fondamentaux de The Killer, c'est que tout d'un coup on avait des nouveaux standards qui ont quand même marqué 20 ans de cinoche derrière, aussi bien hongkongais qu'américains. Et là, rien. Mais donc j'entends toutes ces questions-là, je suis incapable d'y répondre parce que je suis encore moi en train de me dire comment, peu importe qui est le responsable ou les responsables, mais comment on peut accoucher de quelque chose d'aussi raté, quoi. Mais c'est surtout nul pour moi. Donc, en plus, la problématique, je trouve, là-dedans, c'est que, tu vois, on pourrait se poser... moi, je l'aime bien, Omar Sy, il a un capital sympathie. Mais en fait, il y a un autre problème. C'est que, en fait, c'est Omar Sy. C'est-à-dire, encore une fois, ce que les comédiens apportent, c'est un bagage. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas défaire... Doudou, c'est ça ? Oui, c'est ça, Alain Mercier. Je crois. J'ai pas cité Alain Mercier qui est avec nous. À la technique, c'est Doudou, t'as Jacqueline ou je sais pas quoi. Tu peux pas, en fait, enlever ça pour nous. Peut-être que les Américains ils l'ont pas, hein. Tu vois, peut-être que pour eux c'est l'acteur de Jurassic World, mais en fait. Oui, mais ça, moi, je prendrais ça comme un argument potentiel par rapport à notre background à nous. Si je considérais que le problème majeur du film c'est Omar Sy, et je considère que c'est le moins pire. Comme problème. Alors, en fait, ce que j'allais dire, je trouve les acteurs qui n'ont pas ce bagage derrière, c'est pas possible. Ce que j'allais dire, c'est que j'allais dire par rapport à ça, et c'est pas pour relativiser, hein, mais en fait, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que fondamentalement, y compris et notamment chez John Woo, en fait, tu l'as cité tout à l'heure, Chasse à l'homme. Ouais. Je suis désolé, mais ça aurait été un bien meilleur film avec Kurt Russell. On est d'accord. Ou alors, dans l'absolu, tu vois, ou Broken Arrow, peut-être avec un acteur un peu plus, que Christian Slater, peut-être que ça aurait été un peu plus concerné. Je sais pas. Il y a tout un tas de trucs, voilà. Et ça, tu te poseras toujours la question du casting imposé ou tout ce que tu veux. Paycheck avec Ben Affleck, tu vois. Donc voilà, non mais c'est à un moment donné, c'est un problème. Ouais. Mais non, mais c'est marrant parce que tu le soulignes comme ça. Moi, je me l'étais jamais formulé véritablement dans la tête, mais
c'est véridique que le type se trimballe quand même un paxon de film avec des erreurs de casting assez monumentales qui amoindrissent aussi l'impact que pourrait avoir le film si le casting a été plus pertinent. Là, je trouve que c'est totalement flagrant dans ce remake où il n'y a pas, et alors encore, je te dis, je trouve qu'Omar Sy en flic parisien, c'est moins catastrophique, mais au-delà, quand je dis au-delà, c'est-à-dire je parle même pas du jeu des acteurs, hein, je parle juste de la décision de caster telle ou telle personne. C'est pas possible. Pour moi, tout le casting est totalement à la ramasse. Bah, c'est-à-dire que en fait, le problème, par exemple, de Nathalie Emmanuel, c'est que moi, c'est une actrice que, pareil, en fait, si tu veux, je l'avais découvert dans Game of Thrones, oui, tu vois, moi aussi, donc, que je trouve plutôt, tu vois, comment dire, charmante et en fait très bien dans un second rôle. Là, par exemple, dans l'occurrence, dans voilà. Elle a déjà, elle est problématique, par exemple, dans Megalopolis. Tu l'as pas vu, toi, j'imagine. Voilà. Mais comment dire. Moi, je connais pas. Enfin. Et le problème là, c'est que en fait, tu l'as dit toi-même, on en avait parlé hors antenne. Ouais. Tu l'as dit. Le problème, c'est qu'elle charrie une espèce de douceur. Une espèce de fragilité mais qui colle pas avec le personnage, en fait. Effectivement, tu te dis comment est-ce que ça peut être une nana qui a survécu dans les rues de Paris, qui en fait a sorti en fait un flingue. En route le fait qu'elle ait pas de charisme. T'es d'accord avec toi? Non, mais je veux dire, elle est pas. Oui, c'est vrai. Elle a pas de charisme, bonne tueuse, elle est pas crédible. Mais une seconde, dès la première minute, je ne crois pas à ce personnage-là. Mais je me rends compte qu'il y a un truc. Derrière, alors, j'ai rien théorisé dans ma tête. Hein. Moi, je suis en mode spontané avec toi, parce que si j'y allais tout seul, là, je serais en mode. Pour moi, il y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On en reparlera derrière. C'est au-delà du casting, c'est le scénario, c'est la lumière, c'est les décors, c'est tout, c'est la mise en scène. Il y a plein de problématiques qui font que j'ai vécu un très mauvais moment en regardant ce film. Probablement le pire moment que j'ai passé de l'année sur un film. Je suis désolé, j'adore John Woo, j'ai été un des rares à défendre Silent Night, tu vois, donc j'étais tout seul à défendre Silent Night, donc c'est pas parce que je critique John Woo depuis des années, hein. J'ai du mal, comme tout le monde, avec le film Le Manhunt, mais celui-là c'est une catastrophe. Mais dans ce que tu dis, c'est marrant parce que cette espèce de fragilité qui est évidemment entretenue et dès le départ par un scénario où la première phase que te dit le tueur, c'est est-ce qu'il mérite de mourir? Ce qui, moi, déjà, me pose un problème fondamental en termes de figure archétypale. On n'a pas de problème avec les histoires de tueurs qui ont des cas de conscience ou qui décident de faire un dernier coup parce qu'ils en ont marre. Mais bon, ils assument. On est dans une ère de l'ultra-victimisation qui fait que tout est une problématique. Tout est une problématique psychologisante. C'est-à-dire que tu peux avoir Chow Yun-fat qui veut faire son dernier coup, qui a de l'empathie pour cette personne innocente à qui il a créé quelque chose, mais c'est un tueur. Quand il tue. Et il a toujours été comme ça. Ici, plus le film avance, et plus on va te faire qui est un syndrome, hein, pour moi, du Cinoche aujourd'hui, des flashbacks de justification. C'est-à-dire, c'est de la justification morale de ce qu'est le personnage. Alors, on va te prendre un tueur, on te dit, mais attends, il est gentil quand même, pas méchant. Ou le pauvre, il a subi des choses traumatisantes dans sa jeunesse qui justifient qu'il est tué, mais il est quand même sympa. Après, moi je peux pas ça. Bon, moi c'est un problème. Honnêtement, ces aspects-là, Yann, pour moi, tu focalises un peu dessus parce que le truc, c'est que je te dis pas que c'est pas dans le film, hein, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu focalises dessus parce que globalement, moi je trouve que c'est de la pure maladresse. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a quand même une espèce d'approche en fait là-dedans où tu te dis bon, effectivement, alors on va essayer d'écrire le fait qu'elle a un cas de conscience. Mais en fait, c'est surligné par un dialogue et par le fait que son comment t'appelles ça, son employeur qui est interprété par Sam Worthington, tu vois, la manipule, tu vois. Moi, honnêtement, Steph, je pense pas. Je veux bien, mais quand cette maladresse, tu la retrouves dans plein de films. Tu la retrouves dans le jeu. Mais là, moi, je te parle de celui-là. Moi, je te parle pas de. Non, mais ce syndrome qu'il y a aujourd'hui de dire, je vends du badass, mais je n'assume pas la nature profondément ambiguë d'un personnage tueur, c'est-à-dire je veux la figure iconique du mec qui va avoir, ou de la nana qui va avoir des flingues et qui va déchirer tout en baston, et je te dis c'est une tueuse ou c'est un tueur ou il va dans les bas-fonds, mais en même temps je n'assume pas le truc. Tu sais, c'est le syndrome Dexter qu'il y a eu au bout d'un moment où tu es un tueur en série, mais pour créer un ancrage pour le spectateur, tu ne vas pas traiter ton personnage comme un vrai tueur en série, tu vas trouver une justification à ses actes. Ça, c'est une problématique psychologisante qui est là depuis un petit moment maintenant. Si tu veux, mais le truc en fait qui enlève tout ton le truc que je voudrais, si tu veux, le truc c'est que en fait, si tu veux, la façon d'appuyer dessus pour toi,
c'est que en fait il y a des manques ailleurs, c'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que qu'est-ce que c'est la thématique de The Killer? Encore une fois, c'est, je veux dire, qu'est-ce qui faisait que le film, en fait, si tu veux, il a touché le cœur de beaucoup de spectateurs qui dépassaient en fait le cadre de, oui, ça peut être ridicule. Ça peut être totalement ridicule, mais en fait non, ça marche parce que le mec y croit, le mec qui est en train de raconter cette histoire y croit, et deux, en fait, j'ai jamais vu ça. Parce que c'est la réalité. Oui, c'est-à-dire, même si tu avais vu Better Tomorrow, même si tu avais vu, Hard Boiled éventuellement après, mais même si le film a été fait avant. Une culmination de voilà, quelque chose. Le truc avec The Killer, c'est que c'est le film le plus ouvertement romantique de John Woo. Il y a une vraie histoire d'amour, en fait, si tu veux, à laquelle tu adhères, mais au milieu d'un film d'action extrêmement violent. C'est-à-dire, t'as le personnage de Chow Yun-fat, il pousse un mec, il le plante avec un couteau dans le dos, il continue à tuer, etc., etc. Et en plus, il le fait quelque part, en fait, ce qui est assez, je trouve, touchant. Je sais pas si c'est conscient totalement de la part de John Woo, mais c'est qu'il le fait devant une personne qui est aveugle, qu'elle ne peut pas voir en fait ses actions, tu vois. Donc il y a tout un espèce de truc en fait avec ça, où il y a un jeu où dans la façon dont, et du coup ça incarne même des séquences qui normalement quand tu réfléchis, enfin, elle devrait pas fonctionner en fait. La scène où ils sont tous les deux, ils se font un Mexican stand-off là, et elle leur sert du thé, elle voit rien. Tu te dis, mais normalement, cette scène, ça devrait être la scène la plus ridicule de l'histoire du cinéma. Ça marche super bien. Et en fait, elle marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, tout est inscrit dans la thématique. Là, la problématique, si tu veux, la thématique romantique, la thématique de l'amitié, etc., etc. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de thématique romantique parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. Non. Donc tu perds quelque chose. Objectivement, tu perds quelque chose. Donc moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, en enlevant ça, qu'est-ce qui va rajouter de l'autre côté? Rien. Donc ça, c'est le premier point. Donc forcément, quand t'as rien, tu te focalises sur ces problématiques de psychologisation à 2 balles dont tu parlais. Je peux... Attends. Oui, fini, mais je veux... Non, mais parce que je crois que tu comprends pas ce que je veux dire. Si, j'ai compris, mais le problème, Yann, c'est que je pense qu'on peut pas voir tous les films sous cet axe-là. Non, je vois pas tous les films sur cet axe-là. Et non, parce que là, toi aussi, tu focalises sur une certaine perception du truc qui est pas ça. C'est la figure du contraste. Je veux dire, qu'est-ce qui est au-delà de la question de la romance, The Killer, c'est 2 personnages qui sont de chaque côté de la loi, de côtés différents de la loi, et qui vont se retrouver une espèce de filigrane commun qui peut être leur âme, qui peut être leur code d'honneur. Bien sûr, le code d'honneur, tout. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a une connectique qui est une façon d'avoir des éléments d'humanité. Quelle que soit la monstruosité que tu es censé pouvoir représenter. Le killer, c'est le mec, et qui plus est, tu parles de bagage, Chow Yun-fat se trimballe depuis le Better Tomorrow, le bagage du Heroic Bloodshed, avec je tue 55 mecs et j'en ai rien à foutre, je le fais même en rigolant. Donc je ne suis pas défendable, entre guillemets. Pas vraiment dans The Killer, mais... pas dans The Killer, mais je dis avant. Et donc je ne suis pas moralement, entre guillemets, défendable, mais malgré tout, j'ai cette part d'humanité. Tu veux transposer ça dans l'Occident, puisque là on parle d'un film français, c'est l'énorme... En France. En France, c'est l'énorme différence avec... tu prends Sicario 2, tu vas avoir un Del Toro indéfendable, c'est un tueur que tu as vu, tu as une famille, des gosses, et pourtant... Il y a une humanité qui peut poindre à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que c'est un fonctionnement. Pour que ça marche, pour que le contraste marche, pour que l'on crée une union qui peut être une union d'âme. C'est pour ça que pour moi, c'est plus une union d'âme que de code ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire quelque chose qui est plus grand que les personnages et qui traduit quelque chose de la condition humaine. Encore faut-il que tu assumes que la fonction principale des personnages, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire un flic et un vrai tueur sans état d'âme. Après, la réalité de la situation, c'est qu'elle les tue, les mecs. Donc le truc, c'est elle les tue, mais dès le départ, on te dit, elle les tue, mais ils ont mérité. Moi, ça, mais ils ont pas. En fait, le problème, c'est que c'est même pas forcément vrai. Tu vois qu'en fait, il les méritait en plus. C'est ça le truc. C'est la façon dont tu exposes ton personnage et une trahison de sa nature. Certes. D'entrée. Et ça, mais pour moi, ça. Non. Pour moi, ça, c'est le point bancal sur lequel se construit le film. Certes. Donc, il ne peut pas marcher derrière. Certes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que par rapport au reste, en fait, des thématiques, c'est que comme, en fait, à la fin, et en fait, il ne rattrape jamais ça. Pareil, tu vois, il y a un moment donné, il y a un espèce de point. Alors, bon, ça fait partie des problématiques du film, mais qui, alors, pour le coup, sont vraiment, je trouve, flagrantes.
encore une fois, en tant que spectateur français, tu vois, moi, je me focalise forcément sur ces choses-là, hein, tu vois. Et je pense que tous les gens qui vont aller le voir, parce que le film sort en salle en France, là, tous les gens qui vont aller le voir en France vont peut-être avoir ce problème-là. C'est que, par exemple, t'as le personnage de Marcy, il est censé avoir un ami dans le film, qui est interprété par un comédien. Alors malheureusement, j'ai pas son nom sous la main, mais comment dire, qu'on dirait un comédien qui sort de Plus belle la vie, tu vois. Et le problème, c'est que ça fait partie de ces comédiens, comme dans les productions Besson, là, qui essayent de jouer les Américains, tu vois. En fait, où ils parlent avec un accent français, mais à couper au couteau, tu vois. Et en fait, si tu veux, ça rend le tout extrêmement caricatural et ridicule. Bon. Bah, tu sais. Du coup, cette histoire d'amitié trahie, parce qu'il y a une trahison avec ce personnage-là, tu vois, ne fonctionne pas du tout. Ah et du coup, en fait, il rattrape pas le truc par-dessus le marché. Et donc, le problème dans tout ça, c'est que effectivement, il y a une espèce de façon de connecter l'amitié du killer, tu vois, avec Omar Sy qui est dans un flashback d'ailleurs, en fait, sur un toit, qui, bah voilà, pareil, est complètement factice. Et on en vient en fait à une problématique, à mon sens, hein, où le film, de manière générale, au-delà de sa fabrication, au-delà du fait que, par exemple, c'est quand même une lumière de Mauro Fiore, qui est quand même, enfin, je suis désolé, c'est quand même le chef-op d'Avatar, de Bad Boys 2. Enfin, on peut ne pas aimer Bad Boys 2, mais en fait, c'est un film ultra chiadé sur la lumière et tout ça, etc., etc. Et là, tu te dis, il est où le mec, quoi ? Quand tu dis au-delà de ta fabrication, on peut pas, parce qu'en fait, on peut critiquer ce qu'on vient de dire sur la construction du film, les personnages, le final positif, qui n'est donc plus une tragédie. Donc il y a tout ce qui va pas scénaristiquement, je vais même pas y revenir dessus, mais le problème majeur, c'est la fabrication quand même. C'est-à-dire que ce qui est marrant là-dedans, c'est que tu vas reconnaître à certains moments une élégance du mouvement de caméra de John Woo, qui est toujours capable de faire des establishing très jolis, de faire des changements de focale ou de points par rapport à leur personnage. C'est pas quelqu'un qui a perdu une partie de sa maîtrise, mais tout ce qui est à l'intérieur du cadre ne marche jamais. Des décors à la Emily in Paris, mais t'as vu les cascades ? Moi, quand je vois comment elle s'appelle, l'actrice ? Nathalie Emmanuel. Ou 3 fois dans le film, elle te fait au ralenti, genre un jump, hein, on l'a fait sauter avec un câble ou je sais pas quoi pour faire une mais le mouvement est ridicule. C'est-à-dire, il y a personne qui a regardé le truc en se disant, il est ridicule ce saut, elle est ridicule cette roulade, il y a rien qui marche dans la fabrication en lumière. Et ces tentatives d'humour complètement ratées à base de split screen et de tout ça. Enfin, il arrive à un moment donné où moi, tu m'enlèveras pas l'idée, sans en avoir aucune preuve, mais dans ma tête, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au documentaire, tu sais, sur Babylone AD avec Kassovitz. Ah oui. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire, tu sais quoi, je suis sûr que John Woo, à un moment donné, il a lâché l'affaire. Tu vois, c'est genre, il s'est mis derrière le combo, il a dit, bah allez-y. Parce qu'il y croyait même plus. Après, il faut pointer 2 choses du doigt. C'est-à-dire que John Woo, c'est un monsieur aujourd'hui de 78 ans, qui, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, a eu des problèmes de santé assez, conséquents. On le voit dans sa façon de s'exprimer aujourd'hui, quand il est en interview, etc., par rapport à une certaine époque. Voilà. Ce qui, pour moi, encore une fois, qui a un affect énorme, hein, pour lui, quoi, pour son travail et pour ce qu'il représente. Voilà. Moi, j'arrive même pas. Il y a des moments où j'arrive même pas vraiment à analyser son cinéma. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi la fin de Face Off, quand Travolta revient avec le fils de son ennemi et qu'il l'adopte, et pourquoi ça me fait chialer comme une madeleine, je ne sais pas. Je peux pas te dire. Je suis sûr qu'il y a un truc dedans où je me dis il y a un truc qui doit pas aller moralement, mais c'est pas grave. En fait, ça marche et je pleure en fait comme une madeleine. Et vraiment, le truc, c'est que donc pour moi, c'est quelqu'un qui représente quelque chose qui dépasse encore, enfin qui est la raison même d'être du cinéma, tu vois. C'est-à-dire en fait, si t'aimes le cinéma, si t'aimes en fait, il y a un moment donné, il y a une part d'irrationnel, tu vois, dans cet amour qui fait que en fait, si tu veux, en gros, bah voilà, mon affect, il se situe là. Donc le voir comme ça, moi, ça me fait un peu chier, tu vois. Je me dis que non, mais c'est comme tout, c'est une légende qui va s'en aller un jour, tu vois. Voilà. Et le truc, si tu veux, c'est que moi, ce que j'allais te dire par rapport à tout ça, c'est plus que ma problématique, c'est que je le vois comme un exercice de style raté, le film, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, si tu enlèves
Au-delà même de la fabrication et tout, si tu enlèves en fait, si tu veux, ça, les acteurs qui jouent mal, comment dire, bon, Cantona et Tagmaoui qui comment dire. Le problème, si tu veux, sur l'exercice de style. Alors à la base, le personnage de Cantona, ça devait être Christophe Lambert. Ok. Donc, l'un ou l'autre, ça aurait été. Moi, j'aime bien Cantona. Moi, Cantona, il me fait marrer. Moi, il me fait marrer. Mais alors, franchement, j'ai un gros capital sympathie pour Cantona. Mais au-delà de tout ça, peut-être pas là-dedans, mais moi l'exercice de style, en fait, c'est surtout que, par rapport à ce que moi je peux penser de Silent Night. Où j'ai fait toute une émission pour en arriver à dire que fondamentalement, le mec dans ses sentiments très premier degré, dans cette volonté d'embrasser l'humanité sans cynisme, sans décalage, sans tout ça, tu le ressens toujours dans la tentative de filmer. Il y a toujours une forme d'élégance et d'ailleurs l'élégance est beaucoup plus quand il va te filmer cette fille de dos évoluant dans des décors, tu vois, où tu retrouves cette volonté de la figure à chapeau du samouraï. À la limite, tu vois pas sa tête et c'est pas plus mal parce que c'est une espèce tu vois, de figure interlope comme ça que tu suis, ou dans les moments où elle est avec la fille aveugle et où il essaye de retrouver une douceur, où tu te dis en soi le plan qui va tourner autour d'elle et de Omar Sy jusqu'à ce que leurs visages se mélangent pour retrouver quelque part ce qu'il y avait dans The Killer, tu vois la démarche. Elle ne marche pas parce qu'il y a dans le cadre ces acteurs qui pour moi sont complètement hors caste, ça ne marche pas. Mais sur tout le reste, l'exercice de style, tout Silent Night était un manifeste pour dire arrêtez avec The Killer Bullet Unit, j'ai plus envie de faire ça. Ça ne m'intéresse plus. Oui, mais alors attends. Et il s'en fout, ça se voit. Mais d'accord, mais le truc c'est que là, il fait un remake de The Killer. Donc forcément, s'il fait pas ça, qu'il va faire quoi ? C'est pour ça que je ne comprends même pas la nature de ce truc-là. Je ne le comprends même pas. En fait, je pense que c'est un projet qui devait se faire. Tu sais, la première fois qu'ils ont vraiment reparlé de cette version-là, c'était en 2018 ou 2019. Et en gros, comment dire, comme je te disais à l'époque, c'était Lupita Nyong'o. Et je pense déjà que Lupita Nyong'o était meilleur. Voilà, mais largement parce que c'est une grande actrice, vraiment, y compris dans des films pas terribles, tu vois, dans Sans un bruit, tu vois, qui est sorti cette année. Voilà, elle est super. Non, mais c'est une super actrice. Comment t'appelles ça, dans Us de Jordan Peele, qui est quand même un film pas terrible non plus. Elle est super, tu vois. Non, c'est vraiment une super grande actrice et qu'on voit pas assez, à qui on file pas assez de projets, tu vois, ambitieux. Et elle aurait eu beaucoup plus de charisme dans le rôle du tueur. Et surtout, elle a une dureté, en fait, si tu veux, qui aurait changé un tout petit peu la donne, quoi. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est un projet qui existe depuis 6-7 ans, qui a en plus des racines encore plus lointaines, tu vois. Donc, le truc, c'est que John Woo, c'est un cinéphile. Donc, quand il cite Melville, quand il cite Jack Demy, on sait qu'en fait, il reprend en fait ces films-là, quoi. C'est-à-dire qu'il les réincarne. Donc, quand tu regardes un film comme Paycheck, par exemple, on en pense qu'on veut du film. Mais pour le coup, il cite ouvertement Hitchcock. Voilà, il cite La mort aux trousses, c'est assez évident. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, là où j'essaie de faire un pont, une connexion, c'est que cette logique d'exercice de style de refaire son propre film, Hitchcock l'a déjà fait au préalable. Donc, peut-être que John Woo s'inscrit lui-même dans cette espèce de logique pour se dire, je vais refaire mon film 35 ans après, dans un autre pays, dans un autre contexte, dans un autre système de production. C'est une hypothèse possible. Voilà. Qui peut-être est pour lui un des défis de ce projet-là. T'as la meilleure intention du monde. Hein. Voilà. Peut-être que lui-même, en plus, en tant que cinéaste, ne se rend pas compte à quel point, même si je pense qu'il aime son film, l'original, tu vois, peut-être que lui-même ne se rend pas compte à quel point, en fait, c'est presque peine perdue parce que tu peux pas te battre contre un film. C'est même pas que c'est un chef-d'œuvre, The Killer, c'est même pas ça la question. Non, c'est pas. C'est qu'en fait, il est ailleurs. Il est. Enfin, je sais pas, dans l'éternité du cinéma, j'en sais rien, je sais pas comment dire le truc, mais il est ailleurs, en fait, il représente quelque chose pour un paquet de gens. J'entends tout ce que tu dis, qui font que c'était perdu d'avance d'essayer de refaire le film. J'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est-à-dire, tu veux, par rapport à tout ce que tu disais sur le background même du développement du film, t'aurais pu te dire, bon, bah, à la limite. Mais moi, par rapport à ce que je vois de ce que fait John Woo récemment, avec tout ce piège qu'on peut expliquer de faire ce qu'on lui demande de faire et en même temps avoir la volonté de passer à autre chose, parce que ça y a une date, c'est que ça, c'est qu'une façon de te dire, vous voulez que je vous shoote des scènes d'action, mais en même temps, moi, j'ai envie de vous parler d'êtres humains qui souffrent. Donc, et en même temps,
à chaque fois, il est remis dans cette même problématique qui devient dichotomique à l'intérieur de son cinéma. Il aurait pu le laisser filmer par un autre pour faire un énième produit de plateforme et ne pas... Alors, il y a peut-être cette intention. Mais après, nous, on est assez vieux, hein, tu vois, pour avoir vu, en fait, tous les sous John Woo. C'est-à-dire que, par exemple, je veux dire... Joshua Tree. Tu te rappelles de ça? Bien sûr, hein, tu vois, au-dessus de la loi, au-dessus des lois, je crois. Au-dessus de la loi, je sais plus, avec Dolph. Dolph de gun à la main. Mais pas que, hein, tu vois, je veux dire, il y a plein de films, en fait, où il reprenait tous ces trucs-là, quoi. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est assez vieux pour savoir que t'as la façon dont le cinéma de John Woo a été dilué dans le cinéma américain. Ouais. Je suis désolé, hein, John Wick, je veux dire, ça émane de là aussi, hein, tu vois. Je veux dire, je pense même jusqu'au nom du personnage, tu vois. Je veux dire, qu'il y a un petit jeu de mots autour de, tu vois, enfin pas un jeu de mots, mais une espèce de truc, façon de te renvoyer au nom de John Woo, tu vois. Le truc, c'est que par rapport à ça, en fait, lui-même était déjà sa propre victime, en fait. C'est-à-dire que, je veux dire, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, Chasse à l'homme, tu vois, pour plein de raisons. Tu vois, plus quand ça se concentre sur Lance Henriksen et Arnold Vosloo que sur Van Damme à proprement parler, mais je trouve qu'il y a des scènes d'action absolument formidables dedans, tu vois, mais c'était déjà dilué par rapport à toute épreuve, c'était déjà dilué par rapport à même au Syndicat du crime 2, tu vois. Donc le truc, c'est que je pense que c'est toute la nature aussi de la carrière de John Woo, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le fait d'attendre ça de lui, il y a le fait que lui-même ne peut pas le faire exactement de la même façon qu'il le faisait à Hong Kong dans le système américain, de toute façon, tu vois. Alors imagine dans le système français, tu vois, quand il tourne en France, tu vois. T'as l'âge. Il a 78 ans, en tant qu'homme, t'as plus envie des mêmes choses, c'est normal. Voilà. C'est normal. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, tu parlais de Manhunt, c'est pas un bon film, hein, Manhunt, hein. Non. Mais toi, tu y trouves 2-3 trucs. Mais quand il balance sa fille avec 2 flingues à travers la fenêtre d'un truc, moi je suis content. Moi ça marche pas. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que il y a aussi ce truc, bon, comme tu l'as bien expliqué, mais il y a aussi que voilà, ton évolution en tant qu'homme, en tant que passionné de mise en scène, en tant que cinéaste. Tu sais, pour moi l'image. Franchement, hein, pour moi, l'image du The Killer de 89, c'est plein de gens vont te parler de la bromance, du style de Chow Yun-fat, de tout ce que tu veux. Moi, le truc qui m'a le plus traumate, c'est un enchaînement de 4 plans. C'est dans l'église. Ça va peut-être être le même truc. Il a plus de gun. Il demande à l'autre de lui envoyer un gun. L'autre lui fait glisser un gun au sol. Il l'attrape et là, t'as cette espèce de... Je remonte au ralenti, j'ai le mec en face de moi, je lui cartonne et j'enchaîne. En courte focale, j'enchaîne, ralenti, plan vitesse réelle, ralenti, plan vitesse réelle. Il y a une jouissance. Il pourra dire ce qu'il veut, le mec, hein. John Woo, il pourra me dire ce qu'il veut sur l'humanité, le sens, le samouraï. Non, mais il assume, il a toujours aimé ça, voilà. Il l'a dit. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, t'as un mec qui kiffe le gun, t'as un mec qui kiffe le ralenti, t'as un mec qui kiffe le côté badass de cet enchaînement de plans qui, moi, m'avait traumatisé. Et même, j'ai envie de te dire, sans forcément jouer une justification, tu vois, politique ou morale, en fait, derrière ça, tu vois, j'ai même envie de te dire que quelque part, en fait, si tu veux, c'est un plaisir cinématographique presque pur. Parce que quand tu regardes, par exemple, en fait, si tu veux, t'as plein de gens, par exemple, moi, j'ai des conversations avec McTiernan où, tu vois, il me parle de la façon, et ça se sent dans son cinéma, en fait, la façon dont il traite ça, qu'ils ont un rapport, en tant qu'Américains, à l'arme à feu, qui est beaucoup plus problématique, et que du coup, par exemple, quand on lui forçait du gun porn, par exemple dans Predator, bah il jouait toute une espèce, et c'est hyper pertinent dans la façon dont il le traite, en disant voilà, les flingues face au Predator, ils servent à rien, donc arrêtez de me faire chier avec vos flingues. Ou pareil dans Die Hard, quand le personnage en fait de Bruce Willis, tu vois, tire que en fait en légitime défense. Mais ce qui d'ailleurs n'est plus le cas dans Die Hard 3. Mais le truc, si tu veux, c'est que tous ces questionnements-là, lui, en fait, si tu veux, John Woo, ce qui est intéressant, c'est que parce que c'est un cinéaste de Hong Kong, parce qu'en fait, il le voit que à travers le prisme du cinéma. C'est-à-dire que même s'il y a les triades, même s'il y a tout ça à Hong Kong et tout, dans sa société, et même s'il a vécu avec de la violence, hein, il a grandi avec de la violence, il l'a dit. Je veux dire, ce que raconte Une balle dans la tête au début, c'est aussi ça vient de son passif, tu vois. Je veux dire, le truc, c'est que il a un rapport au flingue qui est cinématographique.
Ça vient de Peckinpah, ça vient de tout ça. Complètement. Et du coup, en fait, bah, toi, quand t'aimes l'action, quand t'aimes tout ça, bah, forcément, effectivement, il y a une façon de magnifier ça qui est super, quoi. D'une violence chorégraphiée que dans l'époque aujourd'hui est beaucoup plus difficile à accepter. Je veux dire, nous, on a pu grandir avec ça. Tout ce que tu dis sur McTiernan, c'est au-delà du rapport aux armes. C'est ça se ressent. C'est-à-dire, ce qui te fait jouir dans Die Hard, c'est pas la fusillade en elle-même. C'est beaucoup plus la topographie, le rapport des personnages, la tension, c'est ça qui va rendre la scène complètement excitante. Mais chez John Woo du début, effectivement, c'est tu vois, c'est comme pour moi, c'est le même truc que je ressens quand je vois ce travelling sur le canon du shotgun dans Chasse à l'homme, là, où il te dépoussière le shotgun, et t'es là, bah, c'est le même plan, il y a aussi le même plan que dans les deux tours avec l'épée, et je suis sur l'épée. Mais tu vois, en fait, il y a un rapport. Moi, je suis Team Conan, donc forcément. Mais il y a un rapport. Il y a aussi ça me fait jouir, moi. Il y a un rapport émotionnel, en fait, que t'as plus, par exemple, dans le remake, du tout. Ouais. Mais t'as un rapport émotionnel, en fait. C'est-à-dire que ce que les flingues représentent, c'est une extension d'eux-mêmes. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est pas que le sabre c'est pas que les armes qui remplacent le sabre, enfin les flingues qui remplacent le sabre et tout. C'est en fait une extension de leur âme, en fait, si tu veux, à travers ça. Alors, mais justement, c'est-à-dire que comme c'est ça. Tu pourrais dire, ah ouais, mais leur âme, elle est noire. Mais pas du tout. En fait, si tu veux, non, c'est l'inverse. En fait, si tu veux, c'est qu'ils sont à la recherche d'une forme de pureté, si tu veux, qui est, voilà, la colombe, tu vois, enfin, on peut rigoler sur ce que tu veux parce que ça a été fait à outrance, mais en fait, à la base, ça symbolise ça, et il l'a toujours dit. Tu vois. Donc le truc, c'est aussi le produit, c'est le produit d'une époque différente. C'est le produit d'une époque où on ne percevait pas la violence de la même manière, où on la questionnait pas de la même manière, où on s'interrogeait différemment dessus. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Pour moi, en fait, enfin, tu sais, The Killer, Die Hard, c'est la même époque. Le truc, c'est que c'est deux cinémas différents. Je par rapport à la façon dont aujourd'hui on perçoit la violence. C'est pas du tout pareil. Et donc, c'est vrai aussi qu'il y a aussi un premier degré dans la gestion de la violence qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, toujours, c'est marrant parce que j'ai cru que tu allais me parler de ce moment. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, le concept, tout ce que portait le concept de The Killer, aujourd'hui, ça devient par essence ou rejeté ou problématique. Dans le rapport qu'on peut avoir à qui fait la violence, tu vois, dans le rapport qu'on peut avoir à qui fait un personnage foncièrement indéfendable moralement, par exemple, tu vois. Toutes ces choses-là sont plus compliquées, l'ambiguïté est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Je serais d'accord avec toi si fondamentalement, enfin, je suis d'accord avec toi dans l'absolu, ce que tu as dit, par exemple. Moi, tu m'enlèves 1880 de Taylor Sheridan, je vois plus ce type de réflexion-là sur l'humanité, sa brutalité intrinsèque, la violence qui en est aussi une condition sine qua non. C'est un des rares réels scénaristes aujourd'hui qui traite frontalement ces choses-là, là où beaucoup s'est aseptisé, évacué, contourné, arrondi par les angles, et c'est pourtant une part importante de la nature humaine. Et quand tu fais The Killer, c'est aussi un sujet. La violence dans The Killer est un sujet, dans l'original. Elle devrait l'être dans celui-ci aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as à la place ? T'as des meufs en cuir qui te font du kung-fu sexy, comme on en voit depuis 15 ans. Donc on déréalise totalement un des enjeux majeurs de ce que ça représente. C'est pour ça que je te dis que dans ses fondements principaux, où tu refaisais une variation totale et complètement différente, où tu ne peux pas adapter ça si tu peux pas traiter ce sujet-là véritablement aujourd'hui. Donc c'est ça qui est compliqué pour moi. C'est que je me dis, c'était 20 d'entrée, en fait. C'est fort possible. Après, le truc, c'est que, et puis je pense que, encore une fois, ça s'applique au fait que lui-même n'a pas forcément le rapport que nous, on a. Enfin, le film original lui a échappé, en fait, en vrai. Je veux dire, littéralement, comme à beaucoup de cinéastes, en vrai. Mais le truc, c'est que ça lui a échappé. Et lui ne voit pas forcément, ça de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il s'est juste dit, je peux le refaire d'une autre manière, etc., etc. Maintenant, bon... la malédiction, c'est que pourtant, il a quand même tenté des choses. Tu vois, je veux dire, il a tenté des choses de Wind Talker. Moi, j'adore Wind Talker. Oui, mais je sais pas si t'as vu le Director's Cut. Non, je crois pas que j'ai vu. Il y a un Director's Cut et le film, il est mortel. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, elle est prégnante. Mais cette malédiction, quelque part, de toujours lui rappeler ça. Toujours lui rappeler le heroic bloodshed, alors que le mec, il a envie d'évoluer. C'est normal, comme plein de gens. Mais c'est marrant parce que c'est un truc qui lui a toujours été reproché déjà à l'époque. C'est-à-dire que en fait, quand il fait Broken Arrow, tu vois, les mecs lui disent qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, je veux dire, il y a même pas, on retrouve pas le John Woo de The Killer. Et t'as envie de dire oui, mais
En fait, il faut avoir conscience que c'est pas possible. Et même Face Off que j'adore, hein, j'adore Volte-Face. Je veux dire, même s'il reprend en fait des éléments du Règle G, il le fait pas de la même manière. Il le fait pas de la même manière. Voilà. Et en plus, pour le coup, il s'est aussi incarné par d'autres thématiques, quoi. Tu vois, sur le double, sur la dualité, sur tous ces trucs-là qui sont extrêmement fortes, en fait, extrêmement, encore une fois. Traité avec une pureté qui est un vrai fil conducteur. Exactement. En fait. Mais quand on lui demandait de refaire des choses, mais qu'il le faisait différemment, il était toujours quand même dans une logique entre guillemets d'une jouissance de scène d'action. Et c'est pour ça que moi je le défendrai toujours malgré un remake comme ça que je trouve catastrophique. C'est qu'un Silent Night pour moi me dit ça. Pour moi me dit je réinvente ma mise en scène pour justement traiter l'action complètement différemment et en faire de l'anti-action fondamentale. Et ça c'est une démarche que je trouve intéressante. Ça m'énerve d'autant plus que le film se fasse déchirer là où tu dis en fait vous voulez qu'on vous rebalance depuis 20 ans systématiquement le même truc. Alors, vous allez être toujours déçus. Mais c'est pas le but. Instant confession, j'ai pas encore vu Silent Night. Ouais, pour une raison en fait très simple en fait, c'est que encore une fois mon rapport affectif à John Woo est tel que en fait j'ai même pas écouté ta chronique parce que je voulais pas me faire spoiler. Et le truc c'est que en fait j'attends le moment où peut-être je pourrais le voir en salle ou peut-être je pourrais le voir en tout cas dans une copie vraiment nickel et tout ça etc et en fait avoir le bon état d'esprit pour dire ok je lui donne sa chance totale en fait à ce film, comme là le fait d'aller voir The Killer en salle tu vois, ça me permet de me dire ok je plonge dans la salle, je le vois comme dans les conditions dans lesquelles normalement je devrais être censé le voir. Et force est de constater qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un ratage. Le film, The Killer en l'occurrence. Ouais. Donc le truc, c'est que voilà, pour autant, en fait, c'était important de vraiment recontextualiser tout ça pour nous parce que en fait, c'est pas juste. Moi je le prends pas comme ça, je le prends pas comme plateforme qui sort comme un autre quoi, ça reste quand même un film de John Woo. Le contenu de la semaine comme ils aiment tu vas bien dire, tu vois, c'est toujours un peu plus il y a une raison en fait pour lesquelles on fait une émission sur le cinéma d'action comme Stéroïde et John Woo il en fait partie à la base. C'est-à-dire qu'en fait, il fait partie de ces amours là qui font qu'en fait on fait une émission comme celle-là quoi et qu'on veut se concentrer, qu'on considère que le cinéma d'action est un genre noble dans le cinéma de manière générale quoi. Mais ça c'est évident. Voire même évident. C'est le cinéma. Voilà, le cinéma d'action est le cinéma. Bon, on a été trop long là, non Alain ? Non, on n'a pas été trop long. Tu vois, combien on a été long combien alors 50 minutes, ça va. Ah, voilà, tu vois. Bon, c'est un record pour Yannick. Ouais, allez, on boucle l'affaire. On rend l'antenne. The Killer de John Woo. Pardon. Ouais. Ça c'est son imitation de Pascal Sevran là. Ça c'est moche. Hein. Tu sais, la prochaine fois tu viens avec un espèce de vieux toupet là. En plus ça collera avec le sujet de notre prochaine émission. Le toupet. Tu vois, on n'en parle pas, on le dit pas. On dit pas, c'est surprise. Mais toupet sur un chauve. C'est dans le film dont on va parler. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On vous laisse la surprise. Je brise le 4e mur pour dire ça. Tu vois. Voilà. Cher ami. Oui. The Killer de John Woo malgré tout, tu vois, puisque c'est comme ça que c'est écrit sur l'affiche. Comment dire, ça sort en salle. Malgré tout. Moi, je dis regardez Silent Night plutôt. Oui, et vous allez voir qu'à côté, Silent Night que vous avez tous critiqué est un chef-d'œuvre. Aller glaner en fait les bacs à occasion pour essayer de trouver The Killer en DVD si tu veux. L'original, il y a une très belle édition HK vidéo à l'époque où tu avais le film, la version complète taïwanaise. Enfin voilà, toi, bien sûr. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de putain de Blu-ray, il n'y a pas de truc et tout ça, etc. Ça aussi, c'est un des malheurs de John Woo, c'est que en fait, tous ces films-là, ils sont pas voués à disparaître. Hein. Ils existent, tu vois, sur d'autres trucs, ils existent un petit peu de manière interlope si tu cherches et tout. Ouais. Mais le problème, en fait, si tu veux, c'est que, en fait, nous, on n'a pas d'édition de qualité qui fasse ressortir ces trucs-là. Je crois que les droits sont problématiques. Mais il y a plein de problèmes à Hong Kong avec les vieux films, c'est catastrophique. Non, mais il y en a plein qui sortent, tu vois, notre ami Antoine de chez du Spectrum, mais tu vois, il en sort avec des versions censurées, avec plein de trucs. Enfin, mais il sort plein de films, donc en fait, voilà, c'est ceux-là spécifiquement. Ils savent que c'est un peu de l'Eldorado, ils savent que ça va valoir de l'or, tu vois. Donc voilà, on verra, j'espère que ça va sortir, quoi. Voire même maintenant en 4K, quoi, ça sera encore mieux. Voilà. Donc The Killer de John Woo, malgré tout, sorti le 23 octobre en salle. Ouais. Je peux pas conseiller à personne. On peut pas vraiment. Pour moi, c'est vraiment un ratage complet. C'est vraiment pour compléter la filmo, quoi. Ouais.
Voilà, mais je suis pas sûr qu'on va être plus d'accord sur le prochain film. Non. Voilà, mais on vous laisse la surprise. Merci à tous, merci à la technique, merci Yannick Dahan pour ta présence, ta bonhomie, ta sympathie quand tu imites Pascal Sevran. Voilà. Personne ne sait qui est Pascal Sevran aujourd'hui, avec les choses soient claires. Hein. Plus tu dis ça, plus tu nous vieillis, hein, mais c'est pas grave. Ouais. C'est surtout que t'es très précieux dans ta façon de l'imiter, quoi. Tu vois, bref. Messieurs, dames, on rend l'antenne, comme tu l'as dit. À la prochaine. À la prochaine.